Je hais la guerre, comme seul un soldat qui l'a vécu le peut, comme quelqu'un qui a vu sa brutalité, sa futilité, sa stupidité. Ces paroles sont celles de Dwight Eisenhower, commandant suprême des forces alliées pendant le débarquement. Qui oserait le contredire? Pourtant, malgré les horreurs et les destructions provoquées par la guerre, elle est aussi le théâtre d'actes de bravoure, de résistance et de ténacité, soit le meilleur de l'humanité. Dans cette série documentaire, nous allons rendre hommage aux hommes et aux femmes dont l'histoire a traversé les siècles. Qu'ils se soient battus pour le bien, ou qu'ils aient défendu une cause perdue, ils ont choisi d'être guerriers. Les guerriers mongols étaient de redoutables soldats. Lors de leurs attaques, ils se montraient sans pitié. Quel était le quotidien de ces tribus belliqueuses venues des steppes? Et comment se battait une des plus grandes armées de l'histoire, la Horde d'Or? Kanubish est l'un de ces guerriers. Un cavalier mongol ayant connu une enfance difficile, même pour un mongol. Le nom Kanubish signifie qui n'est pas humain et a longtemps été donné aux enfants dans le but d'éloigner les esprits malins. Kanubish est orphelin et passe son enfance dans sa famille éloignée. Des débuts difficiles à une époque tout aussi rude. D'une certaine façon, son parcours ressemble à celui du plus grand guerrier mongol, Gengis Khan, qui a vécu environ 180 ans avant Kanubish. Contrairement au grand Khan, Kanubish ne connaîtra ni la gloire ni la postérité, mais participera néanmoins à l'incroyable machine de guerre mongole. Les Mongols étaient vraiment impitoyables. Ce sont les guerriers qui attribuaient le moins de valeur à la vie humaine. Ils n'avaient aucun égard pour les vivants. Ils tuaient sans hésitation tous ceux qui leur résistaient. Parfois, avant de quitter une ville qu'ils avaient attaquée, ils capturaient des artisans. Donc, si vous saviez faire du pain ou fabriquer quelque chose, vous étiez épargnés. Sinon, ils vous tuaient. L'appel de Gengis Khan à nourrir les chevaux peut sembler anodin, mais il devient rapidement le cri de ralliement des Mongols avant de massacrer, violer et piller un village. À cette époque, il n'y a quasiment pas de population civile masculine en Mongolie. Les hommes sont presque tous soldats ou travaillent pour l'armée. Être guerrier est un mode de vie
régie par des règles strictes. Pendant les XIIe et XIIIe siècles, les grands khans de l'Empire mongol bâtissent le plus vaste empire de tous les temps. La cavalerie mongole est l'avant-garde de ces armées et fait régner la terreur chez l'ennemi pendant plus de 150 ans. Sa cruauté est légendaire. Mais l'étude approfondie de l'histoire mongole révèle qu'elle était bien plus subtile et plus complexe qu'il n'y paraît. Les Mongols ont triomphé grâce à leur discipline et à leur rapidité. Ils inspiraient aussi la crainte. Ils attaquaient par petits groupes de cavalerie très mobiles. C'était une armée professionnelle. Le mot horde vient d'un terme mongol, ordu, qui veut dire campement. Et c'est sûrement de là qu'est née l'idée de la horde. Ils étaient extrêmement disciplinés. On a tendance à imaginer une horde de guerriers. Mais en réalité, il s'agissait de petits groupes, parfois indépendants, qui se rejoignaient si besoin. Réputée pour sa violence, la cavalerie mongole attaque par surprise et dévaste tout sur son passage, armée d'arcs et de flèches. Ces vrais guerriers se battent pendant l'hiver, contrairement à ces fainéants d'Européens. Et sont les forces vives ayant permis de conquérir le plus vaste empire de tous les temps, par sa superficie. Quand ils les rencontrent pour la première fois au XIIIe siècle, les Européens les surnomment les démons. Bien sûr, les armées européennes font aussi preuve de sauvagerie, mais aucune n'est aussi violente que les Mongols, qui massacreront des millions d'innocents au cours de leur conquête. Si on observe les sociétés militaires à succès à travers l'histoire, certaines se sont contentées de gagner du terrain petit à petit, comme les Romains. Pareil pour les Ottomans. Mais les Mongols régnaient par la terreur. Ils débarquaient quelque part et dérobaient tout ce qui pouvait l'être, mettaient le feu au reste et tuaient tout le monde avant de repartir. Souvent, ces endroits restaient longtemps inhabités, même après le départ des Mongols, parce que les gens avaient trop peur qu'ils reviennent. Pour espérer chevaucher aux côtés des cavaliers mongols, Kanubish s'entraîne à tuer et se tient prêt à perpétrer des crimes atroces. Mais n'oublions pas qu'il vit en temps de guerre. C'était le Moyen-Âge, une époque barbare de notre point de vue. On sait par exemple que les Mongols pouvaient détruire des villes entières et massacrer tous ceux qui refusaient de se soumettre avant la bataille. C'était courant et naturel, même pour les guerriers européens. Ils faisaient tout pour répandre cette réputation. Pourquoi ? Pour épargner leurs victimes en quelque sorte. Les gens étaient tellement terrifiés qu'ils se rendaient souvent avant même d'avoir combattu. En plus d'être de redoutables combattants, les Mongols passent maîtres dans l'art de la guerre psychologique. Ils sont si cruels qu'on parle encore aujourd'hui des pyramides qu'ils auraient construites avec les crânes de leurs ennemis décapités. La légende des pyramides de crâne est une histoire vraie, mais elle concerne Tamerlan. Tamerlan est souvent associé aux Mongols, alors qu'en vérité, il appartenait à une autre époque et à une autre armée. Il est arrivé au pouvoir après la mort de Gengis Khan et la chute de l'Empire. Il voulait reconstruire la grandeur de Gengis Khan et s'est rendu célèbre pour sa violence, sa cruauté et ses pyramides de crâne.
Il aurait formé un tas avec 55 000 crânes après avoir envahi l'Inde et ramené 55 000 chariots de bijoux, d'or et de pierres précieuses au prix de milliers de victimes. Tamerlan a capturé le sultan ottoman Bayazid Ier, qui a fini par se fracasser le crâne et à se vider de sa cervelle. Il s'est suicidé, soit la pire des humiliations pour un sultan ottoman. Tamerlan n'a pas sourcillé et s'est contenté de l'enterrer en chemin. La Horde d'Or maintient sa réputation de sauvagerie et de cruauté pendant plus de 250 ans. Mais pourquoi ces cavaliers montés étaient-ils d'aussi bons guerriers ? Comment une armée relativement restreinte de soldats et de cavaliers issus des steppes eurasiennes a-t-elle pu conquérir la plupart du monde connu? La clé du succès des Mongols sur le champ de bataille repose sur la relation particulière qu'ils entretiennent avec l'animal au cœur de leur culture et de leur mode de vie, le cheval. C'est grâce aux chevaux qu'ils ont réussi. En fait, c'était plutôt des poneys, si on en croit leur taille. Les Mongols ont développé toute une société autour d'eux, leur armée en particulier. Chaque guerrier en possédait au moins 3 ou 4 qui ne le quittaient jamais pour pouvoir changer de monture si besoin. Il mangeait son cheval lorsqu'il mourait, buvait le lait de jument quand il avait soif et utilisait la selle pour cuire sa nourriture en plaçant la viande crue entre le cheval et la selle. Ça ne devait pas être très bon, mais c'était leur technique. Et c'est ainsi que la société militaire a peu à peu changé le monde. On raconte que les enfants montaient à cheval avant de savoir marcher. On ignore si c'est vrai, mais c'est possible. De surcroît, ils étaient très disciplinés, d'où, je pense, leur efficacité. Ils sont célèbres pour leurs petits arcs très puissants avec lesquels ils pouvaient tirer en arrière. Ils pouvaient se retourner sur leur selle et viser en arrière. Encore un art qu'ils apprenaient très tôt. Aucun cavalier au monde n'était meilleur que les guerriers mongols à leur apogée. Les Mongols montaient des poneys et savaient les faire paître, les rassembler, les nourrir en chemin. Ce qu'ils devaient manger et boire et comment utiliser la moindre facette du cheval, qu'il soit vivant ou mort. Les Romains considéraient leurs précurseurs, les Huns, comme des hommes indissociables de leurs chevaux. Je pense que les Mongols ont eu la même idée plus tard. Oublier les chevaliers et leurs montures, ou n'importe quel autre cavalier. Aucun n'était aussi lié à son cheval qu'un Mongol l'était. Il vivait et dormait sur le dos d'un cheval, décochait des flèches à cheval, tout en sachant quand il fallait le laisser paître et dormir à ses côtés. Les chevaux mongols sont robustes, résistants et rapides. Chaque membre de la cavalerie possède au moins 4 chevaux pour pouvoir changer de monture pendant les campagnes et éviter aux animaux de s'épuiser. Ainsi, l'armée mongole avance beaucoup plus vite que n'importe quelle autre force armée à l'époque, parcourant souvent entre 100 et 160 km par jour. Les Mongols sont des guerriers, mais aussi des nomades. En général, les nomades ont leur propre façon de faire la guerre. Comme ils avaient des chevaux, leur armée de cavaliers se déplaçait très rapidement. Ils utilisaient des arcs et des lances pour surprendre leurs ennemis. Lors d'une bataille, ils pouvaient faire semblant de battre en retraite avant de revenir à la charge par surprise et de frapper fort, même après s'être retirés relativement longtemps.
Les campements ou ordous ressemblaient plutôt à des villes mobiles. Le célèbre historien persan Djouveni a écrit l'histoire de Gengis Khan dont il a été témoin. Selon lui, Gengis Khan a développé son arrogance et sa sophistication directement dans les ordous mongols où il a grandi. En fait, les camps abritaient des représentants de chaque grande famille. Des fils et des filles pris en otage, même s'ils étaient très bien traités. Les peuples et leur histoire sont toujours plus complexes que les stéréotypes. Si vous vous rendez aujourd'hui en Mongolie et quittez la capitale moderne d'Oulan-Bator, vous découvrirez que de nombreux Mongols dans les campagnes sont encore nomades ou semi-nomades et vivent au milieu des prairies, partageant en famille de grandes tentes circulaires, les célèbres yourtes, à la manière de leurs ancêtres. Ils se déplacent en permanence avec leurs troupeaux, à la recherche de nouveaux pâturages. Les Mongols qui s'épanouissent dans ce paysage à la fois dur et sublime n'échangeraient leur vie pour rien au monde. Peut-être faut-il s'asseoir autour d'un feu de camp et siroter un lait à la vodka sous un ciel étoilé pour les comprendre. Aujourd'hui, le pire ennemi des Mongols est probablement l'avancée du monde moderne. Et ce, malgré leurs 1000 ans d'existence. Kanubish en avait déjà conscience il y a plus de 800 ans. Certaines personnes aiment la solitude, et il en fait partie. Mais il n'est jamais totalement seul. Un de ses chevaux au moins lui tient toujours compagnie. Si les Mongols sont au-dessus de toutes les sociétés militaires, c'est probablement parce que de la naissance jusqu'à la vieillesse, l'armée faisait partie de leur vie dans ses moindres aspects. Ils apprenaient à se battre dès l'enfance. Kanubish a certainement appris très jeune à combattre, monter à cheval et tirer à l'arc. Savoir tirer au galop est une des caractéristiques des guerriers mongols. Mais quelles armes utilisaient-ils lors des combats rapprochés? Les Mongols étaient d'excellents archers montés. Tous les archers des steppes étaient d'excellents cavaliers. Apparemment, ils savaient se retourner sur leur selle et décocher des flèches du dos des chevaux sans se préoccuper de ce qui se passait devant. Ils étaient très précis et pouvaient continuer à tirer tout en avançant. Les Mongols avaient donc un avantage face à des ennemis statiques ou incapables d'en faire autant. Les nomades avaient un arc intéressant. Il était beaucoup plus court que l'arc long européen, ce qui le rendait évidemment plus pratique pour tirer à cheval. Les nomades pouvaient se battre dans leur dos car ils savaient se tenir debout sur leur selle et tirer vers l'arrière. Un atout pour faire semblant de battre en retraite, par exemple. Les armées mongoles comprennent d'importantes unités de cavalerie qui, comme leurs homologues européennes, sont équipées de lances, d'armures métalliques, d'épées et de poignards en cas de combat rapproché.
Mais les archers montés de la cavalerie mongole portent une armure légère, trop légère parfois. Ils portaient des sous-vêtements en soie parce que si vous vous faites tirer dessus, la soie n'arrête pas la flèche, mais permet de l'absorber. Ensuite, comme la pointe de la flèche ne transperce pas la soie, on peut la retirer facilement en tirant sur le tissu pour récupérer la flèche. Ça permet de limiter les dégâts. Ils ont su utiliser la soie comme une arme défensive, même si elle était moins efficace que les armures métalliques d'autres combattants. La soie était parfaite pour empêcher les flèches de pénétrer la peau et les plaies de s'infecter. On a retrouvé des histoires de Mongols ayant survécu à des blessures qui auraient dû leur être fatales. Les historiens en ont conclu que la soie est à la fois très résistante et particulièrement hygiénique. Pour entretenir leur qualité de combattants tout en ramenant de la viande en vue d'un festin, les Mongols organisent chaque année une grande chasse hivernale, réunissant des milliers de cavaliers. Les guerriers qui reviennent bredouilles risquent l'humiliation. Mais c'est confiant que Kanubish participe à son premier Nourge. Pendant la chasse, ils utilisaient des tactiques militaires et apprenaient ainsi à se battre. Ils encerclaient les animaux et si un guerrier laissait une proie s'échapper, il était sévèrement puni. Ça les entraînait au combat. La grande chasse hivernale, ou Nourge, n'est pas de tout repos. Mais Kanubish est fier d'y participer. Pendant le Nourge, auquel tous les Mongols participaient, ils formaient un cercle qui pouvait atteindre des centaines de kilomètres de diamètre. L'idée était de capturer toutes les bêtes qui se trouvaient à l'intérieur de ce cercle en le resserrant progressivement. Imaginez des centaines de kilomètres. Petit à petit, ils resserraient le cercle pour capturer tous les animaux au centre. Ils devaient faire preuve d'intelligence et communiquer entre eux quand ils localisaient des bêtes. C'était très formateur. Pendant des jours, ils poussaient ces animaux vers le centre, tant et si bien qu'à la fin, les bêtes devenaient complètement folles, mais ils avaient interdiction de les laisser mourir. Ce n'est que lorsque le commandant sonnait la fin du Nourge que le capitaine, ou le plus haut gradé, était autorisé à tuer un animal. S'ensuivait un festin sanguinaire, tandis qu'il gardait les autres bêtes pour l'hiver. Une noble tradition s'est transmise au fil des générations. La chasse à l'aigle. Le lien entre les chasseurs mongols et les aigles est toujours aussi fort. Preuve en est que certaines choses ne changent pas. Il y a 900 ans, les Mongols étaient un peuple belliqueux qui ne pensait qu'à chasser, survivre et s'entretuer. La steppe n'avait pas de réelles frontières et les Mongols ne l'auraient de toute façon pas respectée. Ils voulaient conquérir le monde. Pour conquérir le monde, les Mongols ont besoin d'un leader. Et ils sont sur le point de trouver l'homme providentiel. Gengis, que l'on peut aussi prononcer Chingis ou Chingis, d'abord baptisé Temujin, était et reste encore un des plus grands conquérants de l'histoire. Né en 1162,
Gengis Khan a inspiré toutes sortes de légendes, comme celle de sa naissance. Un caillot de sang dans le poing, annonciateur d'un grand destin. Comme Kanubish, Gengis Khan a connu une enfance difficile. Fils d'un chef mongol de la tribu des Kiyaf, à 10 ans, son père est empoisonné et sa mère capturée. Gengis devient chef, mais sa tribu l'abandonne. Livré à lui-même, il doit se nourrir de racines et de moutons volés afin de prouver sa valeur à sa tribu qui finit par le reprendre. Selon l'histoire secrète des Mongols, Gengis Khan a eu une enfance difficile. Sa mère est enlevée, puis il se dispute avec ses frères, comme tous les Mongols. Les fils de Gengis Khan se sont aussi déchirés, tout comme ses petits-fils. Sa famille est déshonorée et contrainte à l'exil, ce qui aurait pu arriver à n'importe qui. Mais le fait qu'il ait accumulé tout ça et qu'il s'en soit sorti la tête haute crée un récit auquel personne ne peut rester insensible. Il a dû rencontrer beaucoup de gens sensibles à son histoire, qui ont dû se dire « Est-ce que je peux lui faire confiance et le suivre ?» Après tout, il a survécu au pire. Le premier fait de gloire de Gengis Khan sera de réunir les tribus guerrières des steppes pour unifier la Mongolie. Avant 1206, les Mongols, les Tatars, les Naïmans, les Kéraites, toutes ces tribus turco-mongoles passaient leur temps à s'entretuer. Gengis Khan les a réunis et a dissous le système tribal. Et ce fut un succès. En abolissant les tribus, il a créé le peuple mongol. Il a divisé les unités en groupes de 10. 10 hommes sous les ordres d'un chef, lui-même sous les ordres d'un chef de 100 personnes, puis de 1000 personnes, et ainsi de suite, jusqu'à 10 000. Ces chefs étaient l'élite, les élus choisis par Gengis Khan lui-même et à la loyauté sans faille, les chefs de 10 000. Une fois cette périlleuse mission accomplie, Gengis Khan commence à étendre son empire en Perse, puis en Chine, et assiste à la première victoire des Mongols contre les Russes. Il était un génie militaire, au même titre qu'Alexandre le Grand ou Napoléon. Enfin stratège, Gengis Khan s'adapte rapidement à n'importe quelle situation. Lorsqu'il part à la conquête de nouveaux territoires, presque toutes ses troupes sont constituées de cavaliers. Un atout pour combattre d'autres armées de nomades, comme les tribus mongoles rivales. Mais en arrivant en Chine, il doit assiéger des villes s'il veut pouvoir s'en emparer. Gengis Khan enlève donc des ingénieurs chez ses ennemis et leur propose de rejoindre son armée ou de mourir d'une mort lente et atroce. En arrivant en Chine, ils n'avaient jamais vraiment assiégé une ville, mais ils ont appris en recrutant des armées qui savaient le faire. Très vite, les Mongols apprennent à assiéger de grandes villes à l'aide de trébuchets, de tours de siège, de catapultes, d'huile brûlante et de toute l'artillerie nécessaire pour tenir un siège. Ils parviennent ainsi à s'emparer de Zhongdu, plus connu aujourd'hui sous le nom de Pékin. Par la suite, l'empereur Jin Taizong préfère se suicider plutôt que d'être enlevé par Gengis Khan. Le monde entier se retrouve confronté à la supériorité de la horde mongole.
Gengis Khan finit par régner sur un territoire allant du nord-est de la Chine jusqu'à la mer Caspienne, soit plus de 28 millions de kilomètres carrés. Mais son triomphe est interrompu. Peu après être tombé de son cheval, Gengis Khan meurt d'une hémorragie interne en 1227. Après la mort de Gengis Khan, les Mongols perpétuent sa tradition guerrière. Conscients de leurs lacunes, ils n'hésitent pas à copier les techniques de guerre des Persans ou des Chinois. C'est ainsi qu'ils découvrent la poudre à canon. Pendant longtemps, les historiens ont refusé d'attribuer aux nomades l'utilisation et la diffusion de la poudre à canon. Les Mongols seraient pourtant les seuls à avoir pu la transporter d'est en ouest. Les historiens se sont donc replongés dans les campagnes du début du XIIIe siècle et ont reconnu que les Mongols utilisaient bien la poudre à canon. Ils en faisaient des bombes rudimentaires ou s'en servaient pour embraser des lance-flammes. Mais ces bombes n'étaient pas très efficaces. Ils en mettaient par exemple sous les murs pour les faire exploser sans grand succès. Mais les Mongols se sont bel et bien servis de la poudre à canon. Grâce à la poudre à canon, les armées mongoles deviennent des adversaires encore plus redoutables. Ils sont certes cruels, mais sont aussi de fins tacticiens. Habiles cavaliers sur leurs chevaux au galop, les Mongols sont capables de manœuvrer avec agilité et de frapper leurs adversaires par surprise. Ils excellent dans l'art de l'embûche, de la feinte et de l'attaque par vagues. Ils maîtrisent surtout la technique du repli stratégique. Feignant l'abandon, les Mongols se retirent et attendent que leurs ennemis les poursuivent avant de leur tendre une embuscade. Ils étaient célèbres pour la technique de la fausse retraite. Elle marchait à tous les coups, même quand l'ennemi s'y attendait. Ils faisaient semblant d'abandonner, sans se rendre, et prenaient la fuite. À chaque fois, leurs adversaires les prenaient en chasse en les traitant de lâches. Cette technique permettait de déplacer la bataille vers un lieu où ils avaient l'avantage. Ils se retournaient alors soudain et attaquaient leur ennemi. Évidemment, ces attaques par volte-face font partie d'une stratégie militaire reposant sur des sources d'informations fiables. Kanubish fait partie du réseau de renseignement mongol développé au XIIIe siècle. Les Mongols bénéficient en effet d'un large réseau d'espions et d'éclaireurs tels que Kanubish, des messagers au rôle crucial. Avant toute offensive majeure, les Mongols passent des mois à étudier les défenses ennemies, leurs canaux d'approvisionnement et leurs éventuels chemins de fuite. Ils appliquent ainsi ce que le philosophe chinois Sun Tzu écrit dans L'Art de la guerre: une bataille se gagne avant même d'être menée. Les Mongols étaient passés maîtres dans l'art de la guerre psychologique. Ils faisaient croire que leur armée était beaucoup plus grande qu'elle ne l'était vraiment. Par exemple, ils mettaient à cheval leurs esclaves, leurs femmes ou leurs enfants, ou emportaient des chevaux sans cavalier pour avoir l'air beaucoup plus nombreux. Ils traînaient des branches d'arbres pour créer d'énormes nuages de poussière. Ils pouvaient ainsi surprendre leurs ennemis et surgir de nulle part grâce à la poussière qui les dissimulait et à la rapidité de leurs chevaux. Dans notre histoire, Kanubish est messager et éclaireur pour l'armée mongole, un rôle qui lui va à merveille. Toute sa vie, il s'est senti plus proche des animaux. Les aigles qu'il chassait quand il était petit, les chevaux qui l'ont toujours accompagné sans se plaindre, ou faire les idiots quand ils avaient trop bu.
contrairement à certains humains. La vie en solitaire ne fait pas peur à Kanubish, mais il ignore encore l'importance des messages qu'il transmettra aux quatre coins de l'Empire mongol. Les Mongols avaient mis en place un système très sophistiqué d'émissaires et de messagers. Disons que c'était la clé de voûte de leur vaste empire. Ils avaient besoin d'envoyer des informations très rapidement d'un endroit à l'autre. Et pour ce faire, ils utilisaient des relais de poste où les émissaires pouvaient changer de monture et voyager aussi vite que possible. Ainsi, ils pouvaient parcourir des centaines de kilomètres en une seule journée. Bien sûr, les messagers recevaient le même entraînement militaire que les autres guerriers. Dans l'Empire mongol, les communications longue distance reposent sur un réseau de routes appelé le yam. Le yam était un système de relais de poste utilisé par les cavaliers pour transmettre leurs messages au plus vite. Le premier messager voyageait à cheval jusqu'au yam le plus proche, où un autre émissaire déjà en poste prenait le relais, pendant que le premier retournait à son point de départ, et ainsi de suite. Je pense que les informations circulaient plus vite à l'époque prémoderne qu'on ne veut bien le croire. On s'imagine qu'elles allaient à la vitesse d'un cheval ou d'un bateau à vitesse normale. Mais on sait que les Mongols utilisaient un système de messagers impliquant plusieurs chevaux sur plusieurs jours et avec plusieurs hommes pour transporter un seul message. En tant qu'émissaire et éclaireur, Kanubish empruntera les routes de la soie, où, dit-on, même une demoiselle avec un plateau d'or sur la tête aurait pu voyager en toute sécurité. Nous sommes en 1241. Kanubish a 21 ans et travaille comme coursier éclaireur. Ogoday Khan est alors le leader suprême de la horde mongole. Ogoday, le jeune homme que Gengis Khan a choisi comme successeur, est le digne fils de son père. Non seulement il veut régner sur les terres fraîchement conquises par son père, mais il veut aussi étendre son empire. Et pourquoi pas jusqu'aux limites du monde connu. Quelles étaient les limites du monde pour les Mongols? Ils sont allés jusqu'en Russie, jusqu'à l'Hindu-Kush et jusqu'au plateau iranien. Ils pensaient sûrement avoir conquis toute l'Asie. Ils vont même jusqu'en Hongrie, mais on ignore encore pourquoi. Quand vient Noël 1241, Ogoday et ses généraux ont élargi le Khanat en conquérant ce qu'il reste du nord-ouest de la Chine et en empiétant sur la Russie. L'année précédente, ils se sont emparés de Kiev, aujourd'hui en Ukraine, tandis que la Horde continue son avancée vers l'ouest. L'Europe tout entière redoute les Mongols. D'après leur réputation, leurs cavaliers sont sans pitié et leur tactique de siège imparable. Quand l'immense armée mongole parvient jusqu'en Hongrie, le roi Béla IV tente de les repousser lors de la bataille de Mohi. Mais même les féroces guerriers hongrois doivent s'incliner face aux hordes mongoles.
Pendant la campagne européenne, les Mongols se sont retrouvés face à l'armée hongroise. Ce fut une rencontre intéressante car les Hongrois étaient des nomades à l'origine, comme les Mongols. Ils avaient donc connu les mêmes tactiques de guerre. Mais on est ici au XIIIe siècle et à cette époque, l'armée hongroise était déjà devenue une armée européenne avec sa cavalerie lourde, ses armures massives et ses techniques de combat à courte distance. De leur côté, les Mongols utilisaient les techniques typiques des nomades, à savoir des attaques rapides et une cavalerie légère tout en surprenant leurs ennemis. C'était en quelque sorte la rencontre entre les techniques de guerre européennes et nomades. Après la bataille de Mohi, les armées de Gediz Khan font un carnage et tuent près d'1 million de Hongrois. Nobles, chevaliers et paysans sont indifféremment massacrés par les envahisseurs mongols. C'est l'une des invasions les plus sanglantes de cette période barbare de l'histoire. Après la Hongrie, qui sera leur prochaine victime? En décembre 1241, tandis que le reste de l'Europe chrétienne tremble de peur, un miracle se produit. Le grand Ogedei Khan, fils sanguinaire de Gengis Khan, est victime de son alcoolisme. Par une nuit de décembre 1241, il meurt à l'âge de 65 ans. Après la mort d'Ogedei Khan, les Mongols se retirent des frontières de l'Europe. Ils rentrent à Karakorum, la capitale mongole, pour élire leur nouveau chef. Un retrait à la dernière minute, juste avant l'invasion. La Hongrie mise à part, l'Europe échappe à la machine de guerre mongole. Mais comment l'expliquer? Chez les forces nomades, ou toute force reposant sur un leader charismatique, comme c'était le cas des Mongols, la mort de ce leader charismatique crée toujours un vide. Et il faut quelqu'un pour le remplir. Chez les Ottomans, par exemple, quand un sultan mourait, l'Ouest pouvait respirer quelques années en attendant son successeur. Quand un grand khan mourait, tous les princes devaient se réunir en Kurultai, un genre de grande assemblée. C'est lors de ces Kurultai qu'était élu le prochain leader. Tous les princes devaient absolument être là pour prendre cette décision et participer au vote. Et c'est pour ça qu'ils n'auraient pas pu poursuivre leur conquête de l'Europe. Après leur retrait d'Europe centrale en 1242, les armées mongoles y retourneront de temps en temps pour massacrer, piller et mettre à sac, sans jamais envahir l'Europe. Leur retrait cette année-là signera même le début du déclin de l'Empire mongol. La dernière beuverie de Ogedei Khan aura sauvé l'Europe de l'Ouest des hordes mongoles. Pourtant, une génération de domination mongole aurait-elle pu accélérer son développement? Ils auraient pu conquérir l'Europe, mais ça n'aurait pas forcément été une mauvaise chose. Prenez l'Iran. Quand il est tombé aux mains des Mongols, après une période d'Ilkhanat, l'Iran s'est relevé et en a même profité. Il ne faut pas oublier que les Mongols absorbent les populations. L'invasion de l'Iran a permis de créer un État multiculturel et multiethnique, co-dirigé avec les Persans. Après l'invasion à proprement parler, les Mongols étaient finalement des dictateurs bienveillants. On ne se souviendra pas des Mongols pour leur savoir ou pour leur tolérance, pas plus que pour leur talent d'administrateur. Mais on se souviendra toujours de leurs khans, de leurs conquérants et de leurs féroces combattants. Ils étaient de véritables guerriers. La vie d'un guerrier mongol ne fait plus vraiment rêver. Trop violente, mais aussi trop rude et austère. Pourtant, ces courageux combattants nous enseignent quelque chose.
Quelle leçon tirer des Mongols? Qu'il ne faut plus jamais qu'ils existent. Ils étaient de terribles machines de guerre, sans pitié, qui détruisaient tout sur leur passage. Bon débarras. C'est une façon de voir les choses. En voici une autre. On se demande souvent quand ils ont disparu. Mais l'Empire mongol ne s'est jamais éteint. Quand ça s'est terminé en Iran, les Mongols ne sont pas rentrés chez eux. Ils ont disparu, mais ne sont jamais rentrés chez eux. En Chine, quand la dynastie Yuan s'est éteinte, le grand Khan est bien retourné en Mongolie. Mais seulement avec son armée, son cercle rapproché. Les millions de gens qui avaient formé la dynastie Yuan sont restés sur place et ont été assimilés. On aurait tort d'appréhender les Mongols comme une entité qui se serait répandue des steppes au reste du monde. C'était plutôt un mouvement ou une révolution en perpétuelle transformation. Aujourd'hui encore, leur héritage perdure. Sans le savoir, l'esprit du grand Khan demeure peut-être en chacun de nous. Avant de mourir à 64 ans, Gengis Khan a eu plusieurs épouses et des centaines de concubines, lui assurant une large descendance. Qui sait, l'ADN de ce grand guerrier coule peut-être dans vos veines. Des généticiens estiment que 16 millions de personnes seraient actuellement des descendants directs de Gengis Khan. Le guerrier avait-il tout prévu? Une chose est sûre, c'était un moyen de faire durer l'héritage du Khan, longtemps après son départ du champ de bataille.